Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire organisée par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones des 7 coins du monde et d'encore plus loin. Aujourd'hui, pour cette nouvelle interview littéraire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Olivier Maslow, co-auteur du livre Les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Je lis également le sous-titre Manuel pratique et essentiel pour retrouver votre potentiel naturel de transformation. Voilà, comme ça c'est fait. Bonjour Olivier. Bonjour Yotis et merci de m'accueillir dans cette belle dynamique. Alors, merci Olivier, comment vas-tu? Bien, bien, bien. On vit une période un peu bizarre avec ce confinement, mais ça va bien, je le vis bien. C'est très riche d'enseignements, j'ai envie de dire. Merci d'être parmi nous. Commençons tout d'abord par découvrir le sommaire de cette interview, en découvrant les questions que nous t'avons proposé d'aborder. Donc, nous commencerons par découvrir ton parcours. Nous nous concentrerons ensuite sur ton livre Les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Tu nous proposeras ta carte blanche et par après, nous serons rejoints par quelques personnes qui ont lu ton livre et aimeraient te poser quelques questions. Parmi celles-ci, l'invité mystère. Nous terminerons cet entretien avec tes conseils de lecture et d'autres petites informations que tu partageras avec nous. Et sans plus attendre, Olivier, découvrons ton parcours. Ok, donc je suis né il y a 60 ans et, et mon parcours a commencé, enfin j'ai envie de dire la première expérience un peu hors du commun, ça a été une expérience de mort imminente quand j'avais 4 ans et demi, où je suis tombé en arrière sur du béton 2,50 m plus bas. Et puis, je me suis vu d'en haut, j'ai vu mes parents, mon grand-père autour de mon corps. C'était pas l'endroit où j'étais tombé. Mon père, plus tard, m'a confirmé que mon grand-père m'avait bien transporté là. Et puis, j'ai eu toujours cette image qui était là. J'ai pas eu grand-chose d'autre, hein, quand on parle de tunnel de lumière et tout. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, j'avais cette image qui était là. Et je faisais pas aucun lien. Et puis en fait, quand j'avais 22 ans, bah, déjà à 19 ans, je suis monté à Paris. J'étais musicien de studio. J'ai eu la chance de travailler tout de suite avec les plus grands, Maxime Le Forestier, et puis plein d'autres stars de la chanson française et des années 80. Puis à 22 ans, alors que quelque part j'avais atteint mes objectifs professionnels, je gagnais très bien ma vie, je me demandais un peu qu'est-ce que je fais là maintenant, est-ce que je serais pas mieux à aller aider les petits Africains, c'était mon expression. J'ai eu une expérience qui m'a vraiment projeté dans une découverte totalement inattendue, qu'on pourrait qualifier d'expérience d'éveil, ou une méta-compréhension de d'où je venais, cette conscience qui était au-dessus de moi, que j'avais pas remarqué mais qui est toujours là, etc. Donc sans doute une expérience en lien avec ce que j'avais vécu à 4 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une forme d'acceptation, de me dire, de toute façon, la vie, c'est ça. Donc, allez, allons explorer, puis allons découvrir ce qui se passe. Et puis, bon, voilà, la vie traditionnelle, papa, 3 enfants, et puis on quitte Paris en 95. Je quitte cette carrière de musicien parce que je commençais à m'ennuyer un peu. Il y avait une forme de routine. C'était moins rigolo qu'avant. On était un peu plus individualiste avec des synthétiseurs. Moi, je joue des synthétiseurs, ça tombe bien, mais en même temps, ça me plaisait moins. Et je suis parti à la campagne. J'avais envie de partir à la campagne. On est allé avec ma femme faire des hébergements touristiques. Autour de chez moi, j'ai proposé à la mairie de créer un golf. Et donc, je suis parti dans cette création d'hébergements touristiques de golf, tout en développant des business. Donc voilà, je suis rentré dans une période assez business. Et puis voilà, crise de la quarantaine, divorce, on va revendre la propriété, et puis je décide à ce moment-là de partir à Bruxelles et pour y découvrir tout d'un coup que j'avais une leucémie juste au moment où mon 4e enfant naît d'un deuxième mariage, 4e enfant, et un mois après, je découvre une leucémie. Et là, ça a été un peu un autre choc du style, ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc, si ça peut s'arrêter n'importe quand, la question que je me posais, c'est s'il me restait que 6 mois à vivre, qu'est-ce que je fais? J'étais dans une forme d'acceptation. C'est ok, c'est là. J'ai plus peur de la mort depuis cette expérience d'éveil, mais et puis donc, voilà, puisque c'est là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et là, ça a été coach, parce que j'étais un peu naturellement coach depuis plusieurs années, instinctivement. Et là, je me suis vraiment formé au coaching. Et j'ai rencontré Pierre Lucas. J'ai été élève pour le dernier cursus de l'alliance BAO Coaching Ways.
Et tout de suite après, Pierre m'a proposé d'intégrer la structure. Et voilà, j'ai commencé ma carrière de coach à ce moment-là. Et ça a été vraiment le tournant, j'ai envie de dire l'ultime tournant, parce que maintenant je suis dans cette prolongation et j'ai pas aucune raison de changer, parce que quelque part, c'est cette idée d'accompagner les personnes, de proposer. Je suis quelqu'un d'assez innovateur, d'assez curieux, d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Ben j'adore, et donc voilà, je suis devenu coach à partir de 46 ans. Aujourd'hui, Olivier, quels sont ces moments clés qui ont fait de toi le coach que l'on connaît aujourd'hui? Donc déjà, cette rencontre avec Pierre Lucas, en fait, j'avais écrit un bouquin pendant la leucémie, parce que bon, je me disais qu'est-ce que je peux faire, donc effectivement, c'était pratique d'écrire un bouquin. Et puis, je l'ai fait lire à Pierre parce qu'une amie avait été coachée par lui. Et d'ailleurs, voilà, c'est marrant parce que cette amie, c'était la fille d'un autre coach MCC belge. Voilà, puis donc je me retrouve avec Pierre et il me dit, nous, on fait une formation de coach. Est-ce que ça t'intéresserait? Et puis, pourquoi pas? Et donc, cette formation de coach, je l'ai trouvée géniale. J'ai vraiment eu tout ce qu'il me fallait comme structure, etc. Et à partir de ce moment-là, quand c'était la fin de l'année, Pierre m'a dit, écoute, est-ce que tu veux bien rejoindre l'équipe? Et on a à ce moment-là ouvert ensemble une ASBL en Belgique, ça veut dire en fait une forme d'association à but non lucratif, on pourrait dire, destinée principalement au coaching social et à l'enseignement. Et donc à ce moment-là, quelque part, j'ai compilé les outils qu'il y avait. J'ai énormément travaillé pour faire des fiches, des slides, etc., de tout un tas de choses pour vraiment amener tous ces outils. Et en même temps, je me suis certifié ACC. Et puis, tout d'un coup, un jour, je rencontre une personne qui s'appelait Tania Sakovic, qui était coach elle-même en Russie, mais qui vivait avec son mari à Bruxelles, et qui me dit, je cherche un traducteur pour un livre qui est un best-seller, je cherche un traducteur, est-ce que ça t'intéresserait? Donc, elle me fait lire des traductions vagues. Et puis moi, je lui fais lire le livre que j'avais écrit. Elle me dit, mais c'est marrant, tu parles de la même chose, et vous avez un peu les mêmes expressions, il faut que tu traduises. Donc, je me suis lancé dans la traduction parce que j'avais senti dans ce livre qu'il y avait quelque chose d'intéressant, en lien en tout cas avec mes déductions d'après cette expérience d'éveil. Et puis, ça a été un peu une bascule parce que c'est un peu ce qui m'a projeté à l'avant-scène du web, avec notamment une conférence qui a été énormément regardée, qui a fait un peu le buzz. Et donc, j'ai commencé à développer ce modèle, à représenter ce modèle plusieurs années en francophonie. Et parallèlement à ça, en même temps que je traduisais Neurocantis, j'avais été formé à l'approche de neurocognitive et comportementale du docteur Fradin. Euh, une approche géniale, je trouve, vraiment en tout point. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des liens entre ce que disait Transurfing, donc cette approche qu'on pourrait qualifier de quantique, mais c'est quoi le quantique, mis à part, avant de tomber dans les polémiques, c'est d'abord l'ouverture à tous les possibles. Et puis, ce cerveau préfrontal qui, dans cette posture d'interface de la sérénité et de la créativité pouvait nous amener des solutions nouvelles. Et donc j'ai écrit du coup le bouquin Neurocantis. Ça a été mon premier livre en tant qu'auteur officiellement publié chez Très Daniel. Le premier, je l'avais auto-publié. Et puis du coup, à partir de là, j'ai rencontré Sami Khalel, et avec lequel on a commencé. Sami était formateur en entreprise. Et puis, il m'a dit, tiens, j'essaierai bien tes outils avec, avec des managers de grands groupes, etc. Donc, il a commencé à tester. Puis, ensemble, on a affiné, on a un peu adapté comment on peut en parler à des gens qui n'ont qu'une expérience de développement personnel, etc. Et petit à petit, on en est arrivé à créer l'approche neurosensorielle. Parallèlement à ça, j'ai quitté la Belgique et puis j'ai commencé à m'intéresser aux formations web. Et donc j'ai développé les premières formations sur le web à partir de tout ce modèle Neurocantis. Et puis donc j'ai commencé à faire pas mal de conférences, qui m'a encore donné un peu plus de visibilité sur le net. Et petit à petit, avec cette création de l'approche neurosensorielle, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, ici, on allait vraiment développer ça au niveau de l'entreprise. Et on a écrit ensemble un livre qui s'appelle Le leadership du cœur. Tout en même temps que je faisais ma certification PCC, parce que je me disais, maintenant, toute cette expérience qu'elle a, j'aimerais bien pouvoir l'enseigner aussi, l'enseigner aux coachs. Et donc il y a eu cette nouvelle étape avec le lancement d'une start-up et puis ce livre, puis ensuite l'intelligence neurosensorielle qui est arrivée. Donc, et là, maintenant,
j'ai envie de dire qu'on a pas mal maturé de choses avec nos expériences, avec nos recherches, et on a un processus, on a des protocoles, on a pas mal de choses qui font un beau bloc. Et c'est là où j'en suis. On parlera peut-être du futur plus tard, mais voilà, c'est là qu'on en est. Alors justement, concernant ton livre, Les promesses de l'intelligence neurosensorielle, lisons quelques réactions de différents lecteurs. Dans la préface, Olivier et Samy nous invitent à réinventer, à changer nos habitudes et nos paradigmes en entretenant le désir ardent de construire une humanité nouvelle et non de maintenir ce qui ne fonctionne plus. Vous avez dit visionnaire? Oui, car ce livre a été publié en juillet 2019. Les auteurs ajoutent que face à ces défis, nous avons la capacité de passer en mode vie, c'est-à-dire de rentrer dans les dynamiques adaptatives de construction et d'intelligence collective, même si cela demande un effort qui doit venir de notre intériorité. Alors ça, c'est de la part de Régis Naraboutin. Nous avons également un deuxième feedback. Donc, dans cet ouvrage, Olivier et Samy développent leur point de vue sur le fonctionnement de l'être humain et les conséquences qui en découlent concernant ses jugements, ses actions, ses peurs, ses souffrances. Mais surtout, ils offrent un panel de techniques faciles à appliquer pour sortir de ces engrenages infernaux. Elle produit souvent un effet immédiat. La cerise sur le gâteau est que ces outils sont faciles à réaliser par soi-même après un court apprentissage. L'intelligence neurosensorielle est un concept simple, pratique, puissant, facile à mettre en place et opérationnel immédiatement que je vous laisse découvrir. Donc c'est Dr Luc Bodin. Alors Olivier, c'est en quelques mots que tu vas nous présenter ton livre. Quels sont les mots que tu as choisis et pourquoi? Oui, déjà par rapport à ces deux réactions, c'est vrai qu'il y a un an, on pouvait pas s'imaginer ce qui se passerait aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi et pour Samy, c'est important que les personnes puissent percevoir comment se retrouver soi. Et c'est pour ça que ce premier mot va avec la réceptivité. Parce que quand on est face à des informations de l'extérieur, par des situations nouvelles qui peuvent nous inquiéter, eh bien quelque part on commence à partir dans un délire mental. Moi, ce que j'appelle ça des mental attaques. Tout d'un coup, tout un tas de questions qui arrivent, qui tournent en rond et on a l'impression de trouver une solution, mais non, ça va plus, donc on en cherche une autre et voilà, on n'arrête pas, on n'arrête pas. En même temps, comme dit Fradin, ben, à ce moment-là, on va activer le stress parce que c'est pas les réactions et l'interprétation et les pensées qui vont pouvoir nous permettre de résoudre la situation. Du coup, on est complètement fermé sur l'extérieur, on est dans ce trou qui tourne comme un petit hamster avec toutes ces pensées qui tournent et il n'y a plus aucune réceptivité. Or, la première chose à faire dans toutes les situations, et là c'est universel et je le maintiens, et peu importe ce qu'on pourrait dire, c'est déjà de prendre du recul, de sortir la tête du guidon. Déjà, d'être capable de prendre ce recul nécessaire parce que sinon on est englué dans le problème, on est fixé, on est collé, on peut plus bouger, on est vraiment avec un gros sac à dos sur le dos. Enfin, voilà, ça peut pas fonctionner. Donc la première chose, sortir la tête du guidon, prendre du recul. Et à ce moment-là, activer une forme de réceptivité. Déjà, réceptivité sur soi. Ok, comment est-ce que je suis en train d'interpréter cette situation, de se regarder en quoi je suis partie prenante de cette situation ou en quoi je suis partie prenante aussi de l'effet que cette situation a sur moi. Et à partir de ce moment-là, comment je peux reprendre mon pouvoir d'action? Donc ça, c'est déjà une première étape essentielle, c'est d'être capable de se responsabiliser. Mais déjà, il faut être réceptif à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et à toute cette interaction qu'on peut avoir avec la situation. Le deuxième mot, c'est sensation versus mental. Pourquoi? Parce que effectivement, le corps nous envoie des informations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quelque part, les sensations corporelles vont nous indiquer quelle est la nature de ce qui se passe ici. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est est-ce que je suis en mode résistant? C'est à ce moment-là, je suis en train de me contracter, il y a une forme de tension qui est là. Ou est-ce que je suis en mode ouverture, curiosité qui va me permettre d'aller explorer ce qui se passe. Et la sensation déjà nous donne cette indication, mais en même temps, se connecter sur la sensation va nous couper ce petit hamster qui tourne sans arrêt dans la tête là. Ça va nous couper. Pourquoi? Parce que si j'attire toute l'attention de mes pensées sur ce qui se passe au niveau de mes sensations corporelles,
eh bien, mes pensées sont plus en train de se balader dans les peurs, les inquiétudes, les regrets, etc., etc. Non, elles sont juste ici, en train de se caler dans le présent, sur ce qui se passe ici, au moment présent, dans mes sensations corporelles. Donc, la sensation va couper le mental. Elle va bypasser toutes ces mensonges qu'on se raconte parce qu'on a été conditionné depuis notre enfance par tout un tas de croyances et d'importances, etc., qui ne sont pas nous, qui sont juste le fruit de ce conditionnement. Alors qu'à partir du moment où on se remet ici dans l'instant présent, eh bien, on se recentre sur soi. Et c'est ce soi, c'est cet être ici qui est capable de regarder, qui n'est pas le mental, qui est au-dessus du mental et qui, lui, quelque part connecté avec ce préfrontal à l'intuition, la créativité et la sérénité, va être capable d'avoir une bonne analyse des situations et d'apporter la bonne réponse. Okay. Et le troisième mot, c'est le courage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut du courage. Parce que peut-être que c'est pas agréable d'aller voir ses peurs. Peut-être que c'est pas agréable d'aller voir effectivement quand j'imagine toutes ces peurs que je peux avoir, voilà, par exemple à l'épidémie, si je tombais malade ou si un de mes proches tombait malade, etc. Et si jamais je peux plus respirer, etc. Eh ben, j'ai pas envie d'aller le voir quelque part. Non, non, je préfère pas y penser. Or, quelque part, c'est parce que je vais accepter. L'acceptation, c'est fort. J'aurais pu le mettre d'ailleurs, ce mot acceptation. J'ai accepté que j'ai ces peurs et que je vais même me plonger dans ces peurs que, paradoxalement, mon cerveau va percevoir que en fait, bah, c'est pas tant de choses que ça. Mais il faut du courage pour aller voir ça. Il faut du courage pour se remettre en question. Il faut du courage pour comprendre qu'effectivement, nous sommes vulnérables. C'est aussi un mot que j'aurais pu rajouter. Parce que nous sommes vulnérables, quoi qu'il arrive. Et notre mental voudrait qu'on ne soit pas vulnérable, parce que non, il faut se protéger de tout, il faut faire attention, etc. Attention à l'autre, attention à ça, attention à l'argent. Non, nous sommes vulnérables et accepter cette vulnérabilité demande du courage. Mais en même temps, c'est à partir du moment où on a accepté cette vulnérabilité que paradoxalement, on va retrouver toutes les forces, toute notre intériorité, parce que oui, je suis vulnérable, et oui, je suis maintenant dans cette posture de me connecter à ce qui se passe et puis d'aller explorer. Et quatrième mot, non sachant, parce que le mental, lui, il sait plein de choses. Hein. D'ailleurs, à l'école, on nous bourre de savoir souvent totalement inutile, même si ça peut choquer certains, mais 1515 Marignan, à quoi ça me sert dans la vie? À rien. Hein. Maintenant, oui, culture générale, ok, mais en même temps, ce qui est plus important, c'est d'être capable, dans une situation, non pas de faire appel au savoir accumulé, mais de créer de la nouveauté. Et pour créer de la nouveauté, le meilleur moyen, c'est de partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette situation, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, quand j'entends dire oui, alors on va être encore confiné pendant 1 mois, 2 mois, et oui, il va se passer ça, et puis oui, il va y avoir à nouveau des retours de pandémie, etc., etc. Ah ben, comment vous faites pour savoir ça? Vous êtes fort? Parce que moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Et la posture, c'est vraiment de cette présence, cette réceptivité à ce qui est, cette connexion aux sensations corporelles, on regarde le mental, effectivement, mais en même temps, le mental, une fois qu'il est rassuré, qu'il est amadoué, ben, il se met aussi lui-même dans cette présence. Et les pensées vont être productives, parce elles sont constructives à partir du moment où il n'y a plus ces peurs qui sont là. J'ai le courage de me mettre face à cette vulnérabilité. Et dans cette posture de non sachant, j'accueille ce qui est, j'accueille. Et peu importe ce qui va arriver, j'accueille. En même temps, j'ai envie de dire que cet accueil n'est pas passif. Cet accueil, c'est aussi une action, c'est-à-dire que je suis pas en train de subir une situation en me disant je ne sais pas ce qui va se passer. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. J'accueille cette situation. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller vraiment mettre en place maintenant? À quoi j'ai envie de contribuer? Et on est vraiment dans cette charnière entre un monde totalement fermé sur l'individualisme, on est derrière nos écrans, on est dans un monde de concurrence où voilà, on va fixer des tarifs et parce que voilà, il faut être sûr de gagner sa vie, etc. Parce que on est dans un monde de prédateurs. C'est un peu le sujet du prochain livre que je suis en train d'écrire, parce qu'on a la sensation, comme la science d'ailleurs, qu'on est dans un univers anthropique où tout est déconnecté. Donc tout est déconnecté, du coup on a de l'énergie, il faut récupérer de l'énergie, il faut récupérer de la bouffe, il faut récupérer de l'argent, etc. Et puis voilà, on est dans ce monde de prédateurs. Au contraire, dans ce monde de non-sachant, à partir du moment où on a la sensation, avec cette réceptivité que non, on est tous interconnectés, on est tous dans un monde un peu holoïdal, on est tous des holons, c'est-à-dire des tout dans un tout global. À partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir aller
créer, contribuer et renforcer quelque part le collectif, l'intelligence collective. Ça se passe au niveau mondial comme ça peut se passer au sein des entreprises, au sein des familles, etc. On n'est pas dans une posture de vouloir défendre nos chapelles parce qu'on sait déjà. On est juste dans une posture d'accueil, de réceptivité et de qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et cet accueil, cette posture-là, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Et le point zéro, c'est-à-dire, c'est voilà, à partir d'ici et maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais pour arriver à ce point zéro, on a pas mal de cherché au niveau des méthodes et des techniques qui pouvaient arriver qui pouvaient exister pour mettre en place la réceptivité. Et on a cherché 12 protocoles. On appelle ça les 12 chemins vers le point zéro, qui à chaque fois vont nous permettre de sortir de cette influence du monde extérieur pour se reconnecter à soi. Mais quand je dis le soi, c'est le soi, c'est-à-dire cette posture de présence à ce qui est, d'ouverture à ce qui est, et à partir de laquelle on va pouvoir vraiment être parfaitement lucide sur notre intention et du coup créer quelque chose qui va contribuer à l'ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est un peu ce que propose ce livre à travers sa structure, à travers les exercices, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cet individualisme très mental pour au contraire se mettre dans cette sensorialité un peu archétypale d'un point de vue féminin, enfin féminin d'un point de vue archétypal, qui va nous permettre de nous reconnecter à cette force du collectif. Ce livre est, comme le dit le sous-titre, un manuel pratique et essentiel pour votre potentiel naturel de transformation. À qui s'adresse ce livre? À qui on l'a écrit, et j'ai envie de dire un peu à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de pouvoir créer autour d'elles quelque chose de différent. À toutes les personnes qui se rendent compte que dans le monde dans lequel on est, on a quelques paradoxes, c'est un monde de, quelque part de souffrance, hein, où on est beaucoup soumis à des impacts extérieurs qui nous plongent dans l'émotionnel, et d'ailleurs les médias jouent pas mal avec ça. On est dans un monde où voilà, on est très manipulé, j'ai envie de dire, par tout un tas d'informations qu'on entend de l'extérieur. Et se reconnecter à son pouvoir potentiel de transformation, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on n'est pas là à attendre que la solution vienne d'en haut. D'accord? On a des gens qui sont au pouvoir, mais qui ont leur propre solution. Mais j'ai envie de dire que ensemble, on est plus fort. Donc, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir vraiment se mettre dans une dynamique d'apport et de contribution à quelque chose qui va permettre une véritable transformation. Donc, ce potentiel de transformation, il se fait à partir du moment où on est dans cette posture d'accueil et de réceptivité, et à partir du moment où on est dans cette contribution, cette intention de contribuer. Donc, oui, toute personne qui se pose des questions sur ce qu'elle vit, toute personne qui sent bien que dans ce monde, ça pourrait être mieux. Toute personne qui se pose des questions aussi, comment je pourrais me retrouver moi et me reconnecter à quelque chose d'autre, aller créer quelque chose de nouveau. Voilà, comment. Donc c'est vague. Ça peut aussi s'adresser aux personnes qui cherchent vraiment des techniques. Et là, je pense plutôt aux coachs, aux accompagnants, etc., qui ont envie d'avoir des nouvelles pistes sur le chemin de l'accompagnement, en partant du principe que l'idée, c'est aussi que nos clients, nos coachés puissent à chaque fois se reconnecter sur eux-mêmes et retrouver eux-mêmes aussi leur potentiel de transformation. C'est le but d'ailleurs du coaching, c'est de permettre à une personne de retrouver son potentiel intérieur. Donc, il y a des outils, il y a des processus, il y a des choses, ce manuel pratique, il s'adresse aussi aux personnes qui ont envie d'accompagner d'autres personnes vers ce potentiel intérieur. Merci Olivier. Alors c'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur. Donc Olivier, cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Alors, qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? En fait, c'était un choix difficile. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, par rapport à l'exercice, de revenir à ce qu'il y a de plus simple. Déjà, j'ai envie de dire que pourquoi c'est difficile, c'est parce qu'il y a cette synthèse qu'on a fait dans le livre de pas mal de méthodes de travail avec la réceptivité, donc laquelle choisir. C'était plus important pour moi de pouvoir offrir une forme de couteau suisse de la réceptivité. Pourquoi? Parce que encore une fois, dans le monde dans lequel on est, dans la transformation qui est en train de se faire, moi je pense on doit sortir de ces logiques de concurrence, etc.
Et j'ai envie de proposer un outil qui peut être utilisé par tous pour retrouver en quelques secondes sa sérénité intérieure. Alors quand je dis en quelques secondes, je maintiens, il faut juste un peu s'entraîner pour quelque part automatiser ce processus à l'intérieur du cerveau automatique, processus qui permet de se mettre dans cette réceptivité. On parle beaucoup en termes de méditation, de retour à soi, de la respiration. À la respiration, vous respirez, respiration carrée, respiration ventrale, peu importe. Il y a beaucoup de travail qui sont avec la respiration. Mais j'ai juste envie de rajouter la respiration sensorielle, puisqu'on est dans l'approche neurosensorielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va respirer, mais en même temps, on va pas laisser la pensée continuer à se balader dans les peurs, les regrets et tout ce qu'on peut imaginer, ou les rêves, parce que le rêve, c'est toujours pas de la réalité. Mais au contraire, on va lui inviter à se remettre elle-même aussi dans le présent. C'est-à-dire que l'exercice, c'est alors on va utiliser la bouche, mais ça peut se faire aussi avec le nez. Mais on va dire que la bouche permet d'avoir un peu plus de débit d'air pour déjà commencer à mieux comprendre l'exercice. Après, ceux qui préfèrent respirer avec le nez pourront le faire avec le nez, c'est aucun problème. La bouche, donc la bouche légèrement entrouverte ou un peu plus, si vous voulez bien sentir ça. Quand vous inspirez, vous sentez l'air frais qui rentre dans la bouche. Ok. Quand vous expirez, vous sentez bien que c'est un air chaud qui ressort. Eh bien, cette sensation de chaleur et de fraîcheur à l'inspire et chaleur à l'expire, je vais vous inviter à être curieux, parce que la curiosité, c'est pas du tout un vilain défaut, au contraire, d'aller explorer cette sensation de fraîcheur et de chaleur déjà au fond de la gorge, de la bouche, et puis de descendre au fur et à mesure dans la gorge. C'est-à-dire que quand j'inspire, ok, je sens bien l'air frais ici, jusqu'au bout de la langue. Oui, je la sens bien qui commence à descendre ici dans la gorge. Et si j'ouvre et si je suis encore plus curieux, je vais m'apercevoir que je peux même descendre jusque-là et peut-être même plus bas, dans cette sensation de sentir la fraîcheur de l'air au moment où j'inspire. Voilà, jusqu'où je suis capable de la sentir. Et du coup, quand j'expire, effectivement, je suis aussi capable de sentir cette chaleur à cet endroit. Mais vous voyez qu'en étant tout à fait curieux et en portant toute notre attention à cette sensation de fraîcheur ou de chaleur le plus possible au fond de la gorge, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jacques Fradin vous le confirmera. Eh bien, la pensée qui pouvait partir dans des réflexions ou des peurs, etc., absolument inadaptées à la situation, elle se focalise sur l'observation, toute l'attention est là, sur l'observation de ces sensations corporelles de fraîcheur et de chaleur au fond de la gorge. Donc, d'une part, vous êtes en train de respirer, qui est un élément de détente, mais en plus de ça, vous êtes en train de ramener votre pensée dans le présent par l'observation de ces sensations corporelles. Et donc, effectivement, ça va permettre de se libérer des tensions parce que les tensions ne sont là que parce qu'il y a une pensée inadaptée. Et à partir du moment où on s'est libéré des tensions, on peut retrouver cette fluidité intérieure. On peut retrouver une forme de lâcher prise, présence à ce qui est. On se recentre sur soi face aux événements, d'accord? Il y avait ces événements avec toutes les pensées qui peuvent m'inquiéter. Ben non, je me recentre ici et maintenant sur moi, sur ce qui se passe ici. Moi, c'est pas les gothiques, hein, c'est juste moi ici et maintenant dans cette sensation physique. Et puis à ce moment-là, une fois que je me suis recentré là, qu'est-ce que je décide? À partir de ce que je suis en train de vivre, est-ce que je préfère continuer à me protéger, à faire des vivres et à remplir ma cuisine de boîtes de conserve? Ou est-ce que je me dis, tiens, bah, peut-être que je pourrais en profiter pour reprendre des contacts, pour m'enquérir d'autres personnes, peut-être que je pourrais en profiter pour peut-être aller aider d'autres personnes qui souffrent, peut-être que je pourrais en profiter, moi, en tant que coach, pour ce que j'ai fait, pour proposer des coachings, ce que j'appelle en conscience, où je dis aux personnes, voilà, vous paierez ce que vous souhaitez, ce que vous sentez OK pour vous, parce que, voilà, qu'est-ce que je peux amener de constructif qui va me permettre déjà d'avoir la sensation de participer à quelque chose et en même temps qui va permettre à d'autres personnes qui seront en souffrance, eh bien, de se recentrer elles aussi sur elles-mêmes. Vous voyez, chacun va avoir son truc. Moi, si j'avais 20 ans, j'irais aider les agriculteurs qui manquent de main d'œuvre, etc. Si j'étais même un fermier ou brancardier, ben, j'irais aider les personnes. Bon, ben, chacun son truc, chacun sa valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Mais à partir de ce moment où je suis vraiment rentré en connexion avec moi par ce tout petit exercice, eh bien, je suis dans cette qualité d'écoute et de réceptivité qui me permet de savoir, de comprendre, de sentir, de ressentir, de percevoir et
toujours dans cette posture de non sachant, d'être curieux de ce qui va arriver. Et donc tous ces outils-là sont des outils, enfin cet outil-là est un des premiers outils qui permet vraiment d'aller vers cette intelligence neurosensorielle. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'avec l'observation de cette sensation corporelle, eh bien on a agi sur les neurones, on a ramené la pensée vers le présent. Et alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un cerveau automatique, mais qui est aussi un parfait centre d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire cet exercice, eh bien, le cerveau enregistre que, bah oui, tiens, en fait, c'est pas mal. Tiens, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de se sentir cool, serein, que de se sentir happé par l'extérieur. Et donc, en fait, plus on va apprendre au cerveau automatique, cerveau d'apprentissage, mais cerveau qui se met aussi en résistance parce que il a des croyances et des importances et des valeurs sur ce qui doit être, il faut, etc. Et bien plus on va permettre à ce moment-là à ce cerveau de comprendre qu'il peut lâcher prise, comprendre que oui, effectivement, oui, c'était peut-être c'était peut-être bien de vouloir se protéger à tout prix, mais qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de se protéger. Il suffit juste de se remettre soi-même en sérénité pour, au contraire, activer notre capacité d'adaptation. Parce que à travers toute l'intelligence neurosensorielle, on parle de quoi? On parle d'agilité et d'adaptation. Le mode adaptatif versus le mode automatique. Le mode automatique, c'est le mental qui tourne en rond. Le mode adaptatif, c'est je me suis recentré sur moi, je me suis dans cette posture de réceptivité et d'écoute. Et à partir de ce moment-là, je suis plus en contact, en interaction avec ce qui est. Et si je suis bien centré sur cette intention d'apporter quelque chose et de contribuer, eh bien, je ne peux être qu'en accord avec quelque part les lois de l'univers, parce qu'on dit l'univers, c'est quoi l'énergie de l'univers? Il y en a beaucoup qui disent c'est l'amour. Et je pense aussi que c'est plus cette connexion, comme j'ai cette connexion qu'on est tous interconnectés plutôt que cette sensation qu'on est tous des prédateurs en train de se faire la concurrence. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire pour cette carte blanche et j'espère que ce petit couteau suisse va servir et en tout cas j'encourage les coachs qui nous écoutent à le proposer à leur coaché. D'ailleurs, petit truc en passant, il y a deux petites applications, c'est Lotus Bud sur iPhone et Mindbell sur Android. Lotus Bud et Mindbell, qui permettent d'avoir un petit gong qui sonne. Et moi, je propose toujours à mes coachés, donc je propose à toutes les personnes qui écoutent de les charger sur leur téléphone. Et puis tout d'un coup, ça fait un gong et boum, à chaque fois qu'il y a un gong, je refais cet exercice. Je me recentre sur ma respiration sensorielle et tout. Je me mets à l'écoute de ces pensées. Et puis voilà, je me remets dans cette forme de sérénité intérieure parce que encore une fois, je vais apprendre à mon cerveau à se remettre dans cette posture de sérénité intérieure et d'écoute et de recentrage dès qu'il y aura une situation qui viendra de l'extérieur l'impacter. Merci beaucoup, Olivier. Donc, donnons maintenant la parole au lecteur. Et pour cette première intervention, nous avons le plaisir de recevoir Monique Azevedo. Monique est ambassadrice de l'ICF Synergie au Luxembourg et également vice-présidente de l'ICF Luxembourg. Monique est coach certifiée, spécialisée dans l'accompagnement individuel ou en groupe des professionnels de la santé, utilisant des techniques de coaching créatif pour accompagner ses clients dans leur transition de vie. Monique est aussi formatrice et cadre infirmière auprès de la Croix-Rouge au Luxembourg, spécialisée en santé publique. Olivier, je sais que Monique a été sensible aux connexions que tu proposes entre le corps, le cœur et l'esprit. Elle a également beaucoup apprécié l'applicabilité des outils que tu partages dans le livre Les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Bonjour Monique, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis, bonjour Olivier. Je suis contente d'être là avec vous. Olivier, voici ma question. Dans votre livre, vous écrivez aujourd'hui plus que jamais, la situation du monde nous demande de nous réinventer, de changer nos habitudes, nos paradigmes, et nous devons entretenir le désir ardent de construire une humanité nouvelle et non de maintenir ce qui ne fonctionne plus. Vous mentionnez aussi qu'aujourd'hui, nous sommes face à des bouleversements qui nous dépassent et qui se manifestent par 3 fractures, sociale, environnementale et la perte de sens, ainsi que par 3 révolutions, la numérique, la révolution des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous donner un exemple pratique de comment appliquer les protocoles dont vous faites référence en situation de crise comme celle que nous vivons en ce moment? Merci Monique pour cette question. J'ai déjà donné un petit exemple dans la carte blanche, mais je pourrais donner un autre exemple. C'est qu'en fait, quand on est dans une émotion,
on a tout un tas de manifestations physiques qui arrivent dans le corps. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, je suis dans cette émotion, je prends du recul, où est-ce que ça bouge dans mon corps? Parce que motion c'est le mouvement, l'énergie en mouvement. Et donc de regarder simplement comment l'émotion va se manifester. Tiens, c'est dans mon ventre, ça se met à tourner. Tiens, c'est dans ma poitrine, je me sens contracté. Tiens, c'est dans ma gorge, j'ai la sensation d'être étranglé, etc. Et puis de laisser juste cette émotion s'exprimer, de laisser juste ce qui doit se passer sans essayer de respirer pour revenir à soi, sans essayer d'échapper à ça. C'est aussi pour ça que je parlais de courage. Et donc de laisser tout ce que l'émotion a à dire et de laisser ces manifestations, ça peut bouger, ça passe du ventre à la gorge, ça revient dans la poitrine, peu importe, jusqu'au moment où petit à petit ça va se dissoudre. Parce qu'à ce moment-là, d'une part, on est dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va laisser cette émotion s'exprimer. On va pouvoir donc retrouver cette forme de présence à soi, présence à ce qui est. Et cerise sur le gâteau, on va quelque part libérer des charges émotionnelles négatives qui sont liées à des traumatismes, liées à des traumas qu'on a pu vivre dans l'enfance. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais en fait, on va vraiment avoir un impact sur la charge émotionnelle. On va pouvoir diminuer la charge émotionnelle négative pour se permettre plus de sérénité la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation un peu similaire. Alors Monique, as-tu une autre question à poser à Olivier? Oui, j'en ai une autre. Pendant ma lecture, j'ai remarqué dans les sous-titres différents mots-clés liés à l'humain, l'humanité, la solidarité et la vulnérabilité. Si vous me le permettez, pouvez-vous partager l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est vraiment l'idée d'amener quelque chose qui puisse permettre de vivre, de bien vivre ce qu'on est en train de vivre. C'était il y a un an, maintenant il y a le coronavirus. Mais l'idée, c'est de donner ce potentiel à l'humain pour retrouver cette force du collectif, cette belle dynamique qui nous permettra de grandir ensemble. Parce que quelque part, face aux événements qu'on peut vivre, on a deux solutions. C'est pas de moi, c'est s'entretuer ou s'entraider. Et vraiment, sincèrement, c'est amener les personnes à comprendre qu'on a tout intérêt à s'entraider, qu'on a tout intérêt à choisir ce qu'on veut nous-mêmes pour le futur au lieu de laisser d'autres le décider pour nous. Et donc pour ça, de se reconnecter à soi, pour se reconnecter ensemble vers plus d'humanité. J'ai envie de dire, c'est vraiment ces éléments-là. C'est plus de l'ordre de la mission, j'ai envie de dire même. Merci Monique, ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. À très vite. Oui, merci pour ces chouettes questions. Et voilà, j'apprécie énormément. Merci Otis, merci Olivier pour vos réponses et prenez soin de vous. Et pour cette deuxième intervention, nous avons le plaisir de recevoir Nefissa Karboul. Nefissa Karboul est ambassadrice de l'ICF Synergie en Tunisie et également présidente de l'ICF Tunisie. Nefissa est coach ICF, facilitatrice en design thinking, spécialisée dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs et de managers. Je sais que Nefissa a bien apprécié ta façon d'amener le lecteur à établir une communication entre le corps et le cerveau pour retrouver son pouvoir personnel. Nefissa a également bien aimé ta façon d'aborder d'une manière pédagogique l'intelligence neurosensorielle, ce concept novateur et porteur de changement. Bonjour Nefissa, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis, bonjour Olivier, heureuse d'être parmi vous. Merci Olivier pour votre générosité. Voici ma question. Dans votre livre, vous proposez différents exercices liés aux 4 axes. Comment peut-on mettre cela en pratique en tant que coach lors d'une séance de coaching? Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui, merci déjà Nefissa pour cette question. Si je prends celui de la responsabilité, on a toujours tendance à penser que ce qu'on vit, c'est de la faute des autres avec un doigt pointé vers l'extérieur. Et c'est pour ça que ce premier axe, c'est le va vers toi, c'est-à-dire on retourne l'index vers soi. Et si on se pose la question de en quoi je suis partie prenante de ce qui m'arrive, on peut avoir tendance que voilà, à penser que si ça m'arrive, c'est à cause des autres. Si je suis manager par exemple et que cette personne ne fait pas bien son boulot, c'est à cause d'elle. Mais si je me pose la question, est-ce que je lui ai vraiment bien expliqué? Est-ce que j'ai tout fait pour avoir la bonne approche pédagogique? Est-ce qu'il n'y a pas des détails que j'ai oubliés? Est-ce que peut-être j'ai laissé faire déjà depuis un certain temps une forme
d'incompétence et que j'ai pas pris le temps d'aller la voir. Donc toutes ces questions, c'est des questions fermées, remarquez. Bon, on peut se les poser. Si c'est oui, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que j'ai une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus simplement victime de l'expérience, mais je sais maintenant que si je réfléchis un peu plus à comment anticiper les dysfonctionnements qui pourraient arriver, comment peut-être mieux poser des termes en termes de délégation, peut-être mieux réfléchir à ce qui peut aider la personne, peut-être comment je peux lui accorder plus de temps, etc. À ce moment-là, je vais pouvoir faire en sorte que la situation ne soit pas récurrente, ne revienne pas. Donc c'est vraiment ce questionnement sur soi qui va nous permettre déjà de faire en sorte que les situations à venir soient plus fluides que ce qu'on a pu provoquer par ignorance, j'ai envie de dire. Je ne veux pas dire incompétence, c'est juste qu'on n'y a pas pensé, on n'a pas réfléchi à tout ça, ou alors on a laissé faire, ou voilà, peu importe. Mais reprendre ce pouvoir de responsabilité parce qu'on est tous partie prenante d'une certaine mesure de ce qui nous arrive. Bien sûr, il y a des situations qui sont purement terrain, sur lesquelles on n'a pas d'influence, ça c'est le cadre fixe, rigide, mais on a un cadre d'influence qui est beaucoup plus important que celui qu'on peut penser à la base. Nefissa, as-tu une autre question à poser à Olivier? Oui, j'ai une autre question. Sur la couverture du livre, vous utilisez l'image d'un colibri. Le colibri symbolise de nombreux concepts différents. Il est parfois vu comme le messager, il peut symboliser la joie, il nous permet d'avoir un regard dans notre passé et nous rappelle que nous devons avancer. Il symbolise donc énormément de choses. Pouvez-vous me dire, en lien avec ce que vous écrivez, qu'est-ce qui a motivé ce choix pour la couverture de votre livre? Oh, il y a beaucoup de métaphores à propos du colibri, hein, l'aigle qui a l'impression de voler le plus haut et en fait qui s'aperçoit qu'il y a un petit colibri juste au-dessus de lui aussi. Mais je dirais que principalement c'est vraiment je fais ma part. Cette métaphore, cette histoire du colibri où il y a le feu dans la forêt, tous les animaux font en sorte d'éteindre le feu et puis lui, ben il prend un peu d'eau dans son bec et puis il vient le jeter, etc. Et puis on lui dit mais à quoi ça sert ce que tu fais? Tout ce qu'il répond c'est je fais ma part. J'ai envie de dire faisons tous notre part, reconnectons-nous tous à nous-mêmes pour ensuite pouvoir faire notre part vers cette humanité qu'on souhaite, cette sensorialité, ce bien vivre ensemble. Donc oui, c'est plus ça qui motive ce colibri. On pourrait parler de l'association de Pierre Rabhi. Voilà, c'est je fais ma part, je participe à ça, je fais ma part. Un grand merci Nefissa, ce fut un plaisir de te revoir et à très très bientôt. Merci Nefissa, je suis d'autant plus touché que vous venez de Tunisie parce que voilà, j'ai pas mal de choses qui se passent autour de l'approche neurosensorielle en Tunisie. Donc bonjour à tous les Tunisiens en passage. Merci Yotis, merci Olivier pour vos réponses et espère vous voir très bientôt. Passons maintenant à la question mystère. Et pour cette question, Olivier, contrairement aux autres, tu n'as pas été informé de l'identité de la personne qui se cache derrière cette question mystère. Notre invité mystère est passionné du potentiel humain. Il est expert dans la psychologie du leadership et enseignant certifié en PNL. Notre invité mystère est également formé depuis plus de 25 ans aux différentes approches philosophiques, psychologiques et comportementales. Il a partagé avec nous que son approche de la relation d'aide et de coaching a profondément changé lorsqu'il s'est formé avec l'un des pionniers du développement personnel en France à la psychosynthèse. Il collabore avec une personne aussi passionnée que lui du potentiel humain et coécrit plusieurs ouvrages sur le leadership et l'intelligence du vivant. Olivier, je pense que tu as compris de qui il s'agissait. Je pense. C'est bien donc Samy Khalel, co-auteur du livre Leadership du cœur et les promesses de l'intelligence neurosensorielle, qui est avec nous. Je sais que Samy a bien apprécié lors de ta collaboration avec lui sur cet ouvrage ton ouverture d'esprit, ta richesse d'expérience et la complémentarité que vous avez tous les deux et qui vous a permis d'écrire le livre. Bonjour Samy, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis. Bonjour Olivier, surprise. Tu te demandais Olivier avec amusement, quelle serait la question mystère? Tu sais hier quand on échangeait sur ton émission avec Yotis. Eh bien la voici. Quand le livre est devenu disponible, c'est-à-dire sorti en librairie, je me suis demandé est-ce que notre livre va permettre aux gens de faire confiance à l'intelligence du vivant?
cette intelligence du vivant qu'on a chacun de nous et qui s'exprime et qu'on ressent quand on s'en donne la permission de s'ouvrir à une dynamique beaucoup plus réceptive. Toi, Olivier, tu t'es jamais posé cette question. Qu'est-ce qui est venu dans ta conscience? Qu'est-ce qui a émergé quand le livre est sorti? Quel est le message que tu aimerais bien que les gens retiennent de ce livre? Je suis curieux de ta réponse. Eh ben alors ça, si je m'y attendais. Bien vu, bien vu. Merci en tout cas. Oui, l'intelligence du vivant, c'est un élément qui est tellement difficile à percevoir pour beaucoup. Le plus important, c'était de permettre un peu ces petits sauts quantiques que sont des prises de conscience, c'est-à-dire de permettre aux gens de mieux comprendre cet aspect compréhension et de mieux comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi cette capacité de pouvoir se reconnecter à ce qui est en nous et qui est si grand et si beau et si magnifique. Ce que j'ai vécu pendant mon expérience d'éveil, j'ai envie de dire que c'est une forme d'expérience ultime qui permet vraiment de sentir que nous sommes tous un. Donc en ça, l'intelligence fait partie de ce un. Nous sommes tous des parties de cette intelligence et nous sommes entourés, nous sommes dans un plasma, j'ai envie de dire, d'intelligence. Donc à nous de bien nous recentrer sur nous et de sentir cette dimension qui est là à l'intérieur et qui émerge, qui rayonne dans tout ce qui nous entoure. Donc oui, c'était vraiment ça, permettre aux personnes je sais que l'expérience d'éveil, ça se déclenche pas, c'est quelque chose qui arrive. Donc, mais par contre, de permettre aux personnes de sentir, à travers tous les protocoles neurosensoriels qu'on a pu faire, aussi de sentir cette partie d'elle qui est simplement qui est ici dans cet arrêt du temps, dans ce vide et cette pleine dimension en même temps. Alors, tous quelque chose d'assez mystique, on pourrait dire, mais en même temps, c'est à partir du moment où j'ai compris que j'avais quelque chose qui était plus grand que moi et qui était tout le temps là, que ça a orienté un peu toutes mes actions. Donc, c'est vraiment que ce livre puisse participer à ça et en lien avec cette intelligence du vivant, cette intelligence magnifique. Dès qu'on regarde la nature, dès qu'on observe un peu le monde qui nous entoure, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a une intelligence commune à tout ça. On pourrait parler de conscience, peu importe les mots qu'on met, les mots séparent de toutes les manières, mais cet être intérieur qui est là au sein de nous, c'était vraiment ça. Ça rejoint l'intelligence du vivant. De toute façon, on parle de la même chose, mais on le sait. Un grand merci Samy Khalel, co-auteur du livre Les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Merci à toi, Yotis, parce que c'est vraiment superbe ce que tu fais. Il y a vraiment de très, très belles émissions et puis tu permets vraiment à de belles personnes de s'exprimer et de montrer vraiment la richesse humaine qu'ils ont chacun d'eux. En fait, tu permets à l'intelligence de vivant de s'exprimer et bravo. Et puis, à Olivier, je te souhaite une bonne continuation pour ton interview. Bon courage, beaucoup de cœur et puis à très bientôt. Un grand merci, Samy. Oui, merci. Ouais. Vous avez bien gardé le secret tous les deux. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, oui, surprise, belle surprise. Donc, en décembre, tu as présenté un webinaire avec comme sujet intelligence neurosensorielle, comment accompagner le leader vers la dynamique du cœur. Quel lien y a-t-il entre le livre et le webinaire et surtout, quelles sont les différences que l'on peut trouver également? Le lien, il est qu'on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se reconnecte à notre réceptivité et qu'on sort des schémas mentaux et qu'on va pouvoir retrouver cette plénitude intérieure, forcément l'intelligence du cœur émerge, puisqu'on est dans une forme de conscience, on est dans un bain de conscience qui nous relie. Donc le lien, il est là. Quoi qu'il arrive. La différence de la conférence, c'est que quelque part, je continue toujours d'explorer. Je suis très curieux par nature. Et donc, c'est intéressant de voir à travers une approche qui s'appelle Festen, comment un peu les mensonges
se sont créés, les mensonges au niveau du mental. C'est-à-dire de bien comprendre qu'à partir du moment où l'enfant n'a pas vraiment la sécurité qui pourrait attendre de son père ou l'amour qui pourrait attendre de sa mère et l'absence de relations sexuelles, hein, c'est les trois conditions, mais on pourrait rajouter aussi d'être dans le beau, le bon et le vrai. À partir du moment où il y a quelque chose qui n'est plus de cet ordre-là, dans la croissance de l'enfant se créent des mensonges. Et en fait, notre travail de coach consiste à bien comprendre que les personnes qu'on reçoit sont des personnes qui sont victimes des mensonges auxquels elles continuent de croire. Donc c'était surtout cet élément-là que je voulais rajouter. Bien aussi rajouter la forme de conscience, quand je prenais la petite métaphore avec le poisson dans son bocal au milieu de l'océan. Voilà, on a juste à sortir du bocal pour retrouver cette puissance. C'est juste un petit pas à faire, mais on n'en est pas conscient. Donc c'est aider les personnes à prendre conscience. Je pense que c'est important pour moi, cette prise de conscience. À chaque fois que je peux aider une personne par mon questionnement à faire une prise de conscience sur elle-même, quelque part, je sais qu'on est passé à un niveau au-dessus. Voilà, on est sorti un petit peu d'un bocal. Merci Olivier. À vous qui nous regardez, je vous invite également à poser vos questions à Olivier Masselot en commentaire en dessous de cette vidéo. Olivier s'engage à répondre à vos questions et nous l'en remercions. Alors passons maintenant à la dernière partie de cette interview littéraire, littérature et coaching. Olivier, que peux-tu nous dire sur ta bibliographie ? Alors, il y a un livre qui est pas là, c'est le premier que j'ai écrit quand j'étais sur mon lit d'hôpital. Ça s'appelle Maintenant ou trop tard, quand l'Occident s'éveillera. C'était un peu déjà de la même nature, à dire tiens, on pourrait peut-être faire autre chose que ce qu'on est en train de vivre. Donc il est pas là, mais c'est quand même lui qui a qui a fait que j'ai traduit Transurfing entre autres, en partie en tout cas. Et donc que j'en suis arrivé à ce livre Neurocantis. Alors c'est vrai que Neurocantis, l'éditeur, il m'a toujours dit c'est pas un titre. On sait pas de quoi ça veut parler, mais bon, j'étais peut-être un peu têtu. Pour moi, c'était important de comprendre ce lien entre le préfrontal qu'expliquait si bien Jacques Fradin et puis cette dimension quantique, c'est-à-dire j'insiste, on n'est pas en train de parler de physique quantique, je suis pas un physicien quantique, etc. Mais par contre, quand on parle d'un ordinateur quantique, un bit d'information sur un ordinateur quantique, c'est pas juste 0 ou 1, c'est un champ de possibles infini. Donc, d'être capable de nous reconnecter grâce à l'utilisation adéquate du cerveau, où on va vraiment sortir des routines de l'automatique pour se mettre dans cette posture d'intuition et de créativité. Ça, c'est une possibilité qu'on a grâce à cette posture du cerveau de nous reconnecter à ce champ des possibles. Et je pense que c'est ça le plus important. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que dans Neurocantis, je parlais déjà des organisations avec ce postulat que si une organisation, une entreprise, un État, une religion, peu importe, commence d'abord par s'occuper des besoins de ses adhérents, de ses membres, de ses collaborateurs, de ses clients, etc., etc., eh bien, à ce moment-là, elle va satisfaire ses propres besoins, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans des organisations. Enfin, aujourd'hui, c'est à mon avis en train de changer fortement. On était beaucoup plus, je vais commencer à parler au présent, dans des organisations qui pensaient d'abord à satisfaire leurs propres besoins et le besoin des actionnaires. Peu importe ce qui se passe chez leurs adhérents, chez leurs collaborateurs, chez leurs clients, ce qui se passe sur la planète entière, c'était d'abord le besoin de satisfaire une petite poignée d'élites, ok ? Et pour moi, ce monde, c'est un vieux monde. C'est un monde qui est en train de passer. Ça veut pas dire que ça va se faire dans la fluidité. Ça veut dire que on est peut-être en train de vivre une période incertaine. En tout cas, on est en train de la vivre en plein dedans, confinement, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais en tout cas, on est face à un champ des possibles. Donc, à nous, maintenant, d'aller, et là, c'est le lien avec le troisième, d'aller faire parler notre cœur. Parce que le cœur, c'est une dimension qui supplante toutes les autres. À partir du moment où on est dans le cœur, on est dans la relation, on est dans le lien, on est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans la force du collectif, on est dans l'intelligence collective. On n'est plus dans l'individualisme d'un monde de concurrence, comme je disais tout à l'heure, mais on est dans une forme de partage avec le reste. Et donc, cette intelligence du cœur, c'est ce qu'on a voulu exprimer avec Samy en termes de leadership, parce que c'est vrai qu'on s'adressait plus à l'entreprise, aux leaders, aux organisations, mais en même temps, nous sommes tous les leaders de notre vie. Donc, c'est aussi un livre qui peut être lu par tout un chacun parce que il donne des pistes qu'on a ensuite développées encore plus dans l'intelligence neurosensorielle. On est allé vraiment plus dans cette sensorialité
que peut-être dans l'intelligence du cœur, où on parle beaucoup du processus voir, et maintenant dans la réédition du courage aussi qu'il faut pour aller créer quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de dire que c'est un peu en prélude au livre que je suis en train d'écrire. J'appelle ça pour l'instant ces architectures invisibles qui nous gouvernent. Alors c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas, peu importe, c'est juste de comprendre que si notre monde est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est parti de postulats. Le premier postulat, c'est celui que la science a adopté, c'est qu'on est dans un monde où l'énergie se dissipe, hein, l'entropie. Donc, à partir du moment où l'énergie se dissipe, eh bien, il faut d'abord prendre de l'énergie ailleurs. Et puis, en plus de ça, ce système physique, ce système scientifique voit encore l'univers comme une machine. Il va essayer de découper tous les éléments de la machine. Et donc, en fait, tant qu'on est un peu dans cette vision-là, eh bien, c'est pareil au niveau de l'organisation. On est dans des postures où on va confronter dans un système binaire. Il y a un dirigeant, des suiveurs, il y a une personne qui sait, des apprenants. Enfin, il y a un enseignant et des apprenants. Voilà, on est toujours dans un système binaire où on va opposer des forces. Et l'idée, c'est d'arriver au contraire dans une nouvelle architecture où on va créer le cercle. Créer le cercle comment? Parce que, par exemple, si l'enseignement n'est plus sur son estrade face à une classe où les cancres sont au bout, et qu'au contraire, il est au milieu d'un cercle où d'abord il va donner de la matière et puis il va permettre les échanges entre les apprenants, et peut-être qu'il va créer des sous-groupes où les apprenants vont s'apprendre entre eux. C'est ce qu'on appelle aussi l'enseignement mutualisé. On va s'apercevoir que les personnes intègrent beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément et qu'elles vont être beaucoup plus puissantes. Mais puissantes, si je veux pas faire de politique, mais on sait que cet enseignement a déjà été tenté à l'époque où il fallait rendre la France plus compétitive au niveau industriel, et qu'il a été abandonné parce que les personnes qui réfléchissent comme ça sont trop autonomes et ne sont plus des moutons. Donc voilà, c'est un peu une progression logique qui se passe. Et alors les personnes toxiques, je l'ai écrit effectivement parce que j'ai eu moi-même affaire à des personnes toxiques professionnellement et sentimentalement, même si ça n'a pas duré beaucoup dans le deuxième cas parce que j'étais alerté, j'ai envie de dire, j'ai pu repérer ce qui se passe, mais par contre j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont été et qui sont encore dans les personnes que j'accompagne victimes de relations toxiques. Je ne vais pas dire de personnes toxiques, parce que les personnes toxiques sont elles-mêmes victimes de ce qu'elles ont pu vivre dans leur enfance, etc. Mais ça me semblait important aussi de donner des pistes aux personnes pour mieux comprendre quand elles se retrouvent dans une relation qui ne les sert pas. D'ailleurs, ce livre était en publication web. Je pense qu'il devrait bientôt être réédité en publication livre. Voilà, on en a déjà parlé avec l'éditeur et c'est en cours, on va dire. C'est à moi de fournir un peu du travail là-dessus. Merci Olivier. Alors clôturons avec quelques conseils littéraires. Et quels sont les conseils littéraires que tu as proposés aux synergiennes et synergiens? Alors déjà, il faut savoir que je lis très très peu. Je sais pas, je prends mon inspiration un peu à droite à gauche dans mon expérience de vie, voilà, et donc je fais une synthèse, une analyse de tout ça. Mais le premier, c'est Conversation avec Dieu, qui malgré son nom est un livre magnifique de développement personnel. Il m'a d'abord je l'ai lu après avoir vécu mon expérience d'éveil, et je m'étais fait des conclusions, des déductions de ce que j'avais vécu, des compréhensions, une métacompréhension de qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Et ce livre est venu vraiment confirmer tout ce que je pensais. C'est-à-dire, pour moi, c'est un livre où il y a zéro faute. Tout est vrai, tout est juste, tout est bien dit. En plus ça structure, la façon de poser plusieurs questions sur un même thème qui permet de se permettre le centre de la vraie réponse. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre universel. Les 3 tomes sont magnifiques. J'ai rien à redire. S'il y a un livre que j'emmène sur une île, c'est celui-là. Le deuxième, c'est les 4 accords Toltec. Pourquoi? Parce qu'il est tellement simple. Il est tellement simple et j'adore cette simplicité. Pour moi, l'essentiel, c'est que les gens comprennent le mécanisme, le squelette du mécanisme, et puissent ensuite faire des liens avec leur réalité. Et c'est en faisant des liens que je comprends, tiens, effectivement, j'ai agi selon tel mécanisme. Et là, ces 4 accords, c'est tellement simple, c'est tellement évident, c'est tellement vrai que c'est aussi pour moi un chef-d'œuvre. Le troisième, bien qu'il soit un peu plus mental, le pouvoir du moment présent, c'est aussi quelque chose qui est essentiel, parce que c'est dans ce moment présent que la puissance arrive. Et c'est un peu des livres qui datent de la même époque, à l'époque où je lisais encore un peu. et donc là, oui, il y a vraiment, pour moi, c'est trois chefs-d'œuvre qui sont là. Et j'en ai mis un 4e, Transurfing. C'est pas parce que je l'ai traduit, mais c'est parce que ce 5e tome, je parle vraiment du 5e tome. J'ai envie de dire que les 4 premiers parlent de la méthode, etc., des choses très très intéressantes, mais le 5e, pour moi, touche aussi cette dimension magique
d'une métacompréhension. Pour moi aussi, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la littérature sur la connaissance de soi, avec des métaphores, avec le monde qui nous regarde en disant alors mon chou, qu'est-ce que tu veux, etc. Enfin, c'est un livre magnifique. Donc voilà, je lis pas beaucoup, mais ces quatre-là me semblent essentiels, en tout cas dans la philosophie que je me fais de la vie et dans la vision que je me fais de la vie, ils sont en plein accord avec tout ça. Et si là maintenant, l'une des synergiennes ou l'un des synergiens ou même moi-même, nous téléportions dans ta chambre, bon, bien évidemment, pas tous en même temps, quel livre pourrions-nous trouver sur ton chevet? Alors là, il y a Ken Wilber sur justement toute la vision intégrale. Ça va dans le sens du bouquin que je suis en train d'écrire et effectivement la vision intégrale permet de comprendre qu'on a tous notre point de vue, qu'on a tous raison sur certains points et tort sur d'autres et que c'est parce qu'on va pouvoir additionner plusieurs points de vue qu'on va vraiment pouvoir percevoir la vraie solution, la vraie réalité. Et ça revient un peu à ce que je disais sur Conversation avec Dieu, hein. L'auteur pose une question à Dieu. Et puis Dieu répond. Puis il pose une autre, même question sur le même sujet, Dieu répond. Et moi, je me rappelle que quand je disais ça, je disais bon, ok, d'accord, bon, allez, on passe à autre chose. Et en fait, je me suis aperçu que c'est parce que j'avais eu 5-6 réponses formulées différemment que je pouvais vraiment sentir le centre de la réponse. C'est-à-dire que on sort du contexte du mot et on comprend, on intègre la réponse dans son essence. Eh bien, j'ai envie de dire que la vision intégrale, c'est ça, c'est comprendre qu'on a tous des points de vue. Mais que quand on adopte cette capacité de regarder avec ces quatre dans le cadran, ces quatre espaces différents, à ce moment-là, là, on a vraiment une vision globale de l'essence de la réalité qu'on vit. Donc c'est pour ça qu'il est là. Mais oui, c'est aussi un chef-d'œuvre dans son style. Et quel livre sur le coaching conseillerais-tu? Ah bah là, 4 coaching. Moi j'ai adoré ce livre. C'est Sylviane Cagnot, c'est ma superviseuse, mais ce livre pour moi c'est tellement simple, tellement facile, tellement agréable à lire. Moi j'adore. J'adore ce qui est agréable à lire et facile à lire. Là, toi, c'est le premier qui me vient. Il y en a sûrement d'autres. Le coaching pour les nuls, je dirais aussi. Mais 4 coachings, j'avais beaucoup apprécié ce livre. En effet, de Sylviane Cagnot. Tout à fait. Alors, quel conseil pour terminer donc cette interview donnerais-tu à ceux qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans l'écriture de leur premier livre? Moi, techniquement, je fais toujours le plan. J'établis le plan, sachant que le plan peut bouger, mais voilà, de quoi j'ai envie de parler en premier, en second, en troisième, et comment je vais terminer le bouquin. Et à partir de ce moment-là, je remplis à l'intérieur, et donc là, je commence à faire les sous-chapitres, etc. Et comme ça, le bouquin se construit sur une base qui peut toujours bouger. Hein, ça m'empêche pas de prendre un paragraphe et de le mettre ailleurs, etc. Surtout avec l'informatique, c'est tellement pratique. Si je devais écrire un livre avec une plume, ce serait un enfer. Hein. Ce serait très difficile, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Mais donc là, le plan. Et alors l'autre, c'est de s'y astreindre tous les jours. Parce qu'à un moment, j'ai essayé d'écrire un roman, puis j'ai commencé, ça me plaisait bien, et puis j'ai arrêté. Et puis quand il a fallu que je m'y remette, je savais plus ce que j'avais écrit, ou etc. Il y avait des redites, c'était n'importe quoi. Du coup, je suis jamais allé au bout. Donc l'écriture d'un livre, d'ailleurs, on entend souvent des écrivains qui le disent, c'est un travail quotidien. C'est une astreinte. Tous les jours, je m'y mets, je me reviens dessus. C'est toujours frais, je suis toujours dedans, et comme ça, je vais l'écrire. Donc pour moi, un livre, il s'écrit en 1 mois, 2 mois. Mais à condition d'y aller tous les jours et d'avoir aussi une idée assez précise du plan qu'on a envie de donner. Un grand merci Olivier de t'être prêté au jeu de l'interview littéraire. Merci également à Monique Nefissa et Sami Khalel pour leurs interventions. Un grand merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette interview littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Olivier, je te laisse le mot de la fin. Ah, un mot de la fin. On a beaucoup plus de puissance, de potentiel, enfin puissance c'est masculin, mais potentiel de potentialité, de pouvoir, même si c'est masculin, mais mettez-le dans un contexte féminin que ce qu'on imagine. On n'est pas livré à nous-mêmes face à un monde extérieur de prédateurs. On a cette capacité de créer de belles choses magnifiques, à condition
de penser que c'est possible déjà, et à condition de se recentrer sur soi et de vraiment sentir que l'intérieur est plus fort que l'extérieur, que l'intérieur recèle tellement de réponses et de solutions. Ça ne veut pas dire que l'extérieur, bien sûr, quand il y a de la bienveillance de l'extérieur, c'est magnifique, mais j'ai envie de dire, oui, chacun d'entre nous, on fait partie de ce tout, on est un tout en nous-mêmes et on est dans la capacité de créer quelque chose de beau ensemble, alors allons-y. Et puisse ce livre et tous ceux que j'ai écrits et tous ceux que j'espère pouvoir continuer à écrire participer à ça. En tout cas, c'est mon souhait, c'est ma mission. Et voilà, donc je sais pas si c'est le mot de la fin qui me vient, mais c'est celui-là. En tout cas, merci de votre écoute, merci d'être là, merci Yotis pour toutes ces belles choses que tu fais, que je partage avec Samy, c'est topissime. Merci beaucoup. Un grand merci Olivier, merci à vous toutes, au revoir. Au revoir.